Monsieur le Président, avant de commencer, j'aurais aimé confirmer avec vous le temps qui m'est alloué. Est-ce bien une heure de temps? 50 minutes. OK, c'est bon, merci. J'ai rien compris. That was the point. I was confirming with you the time that has been allocated to me. Is it 50 minutes? No. This is a question the whips will... No, just in case you interrupt me. But don't embarrass me. I'm asking you. You have... But I can't answer. Okay. Don't embarrass me. Okay. So even if I talk for 1 hour, you won't be aware. You finish your... That's good. You finish your speech, Honorable Kolandamelu? So, who is the next speaker? Oui, Monsieur le Président, Proceed. avant de commencer mon discours, laissez-moi répondre quand même, enfin ce n'était pas prévu, mais laissez-moi répondre quand même à deux items que l'orateur précédent a soulevés par rapport au recount du numéro 19. Il nous a donné sa version, mais il a subtilement oublié de mentionner que 73 bulletins étaient manquants. 73 bulletins étaient manquants quand on a fait le recount. Et on a eu un bulletin de la circonscription numéro 1 dans la même boîte de numéro 19. Ça, il a subtilement oublié de faire rappeler à la Chambre et à la population. Si on n'a pas traficoté avec ces boîtes, c'est quoi, Monsieur le Président? Et puis, il a oublié, je suis vraiment étonné, pour quelqu'un qui a été révoqué par son Premier ministre. Vous savez ce qu'une révocation? C'est une motion de blâme contre vous, contre votre personne. Et il est là en train de défendre le gouvernement et ce Premier ministre. Et avec toute sa haine contre le MMM, nous n'avons aucune leçon à prendre de quelqu'un qui a été révoqué, Monsieur le Président. Monsieur le Président, maintenant, permettez-moi de commencer en rappelant à la population qu'en 2015, ce gouvernement a présenté une vision 2030. Aujourd'hui, ce dernier budget nous rappelle brutalement que le gouvernement n'a aucune vision et qu'il a même échoué lamentablement à mettre en œuvre les bonnes mesures qui auraient façonné le paysage économique à long terme de notre pays. Un diagnostic de la situation économique actuelle indique clairement une économie toujours en difficulté. Pour comprendre où nous en sommes, permettez-moi de remonter dans le temps et de brosser un tableau macroéconomique. La croissance économique a été en moyenne inférieure à 4% au cours des 5 dernières années, avant que la pandémie de Covid ne frappe. Le chômage est resté constamment élevé, autour de 7%. Et malheureusement, ça va repartir de plus belle. Et la dette publique à 97% du PIB en 2021, soit de l'ordre de 456 milliards le public sector gross debt. Sur le front extérieur, le déficit commercial s'est considérablement aggravé pour atteindre un déficit de plus de 125 milliards de roupies en 2021. Cela est principalement dû à la hausse des importations et à la baisse des exportations au fil du temps. Malheureusement, ce budget n'a pas de philosophie et ne s'attaque pas aux problèmes économiques qui prévalent. Au lieu de résoudre nos problèmes économiques et de définir une vision claire pour l'avenir, ce budget a une portée limitée et myope quand il n'énonce aucune vision pour l'avenir. Au lieu de cela, il se concentre presque exclusivement sur l'objectif de maximisation de vote de ce gouvernement. Les problèmes structurels dans le secteur de l'agriculture, de l'industrie manufacturière, du tourisme et d'autres secteurs ont tous été ignorés. Dans la vision 2030, l'industrie manufacturière devait atteindre 25% du PIB.
mais aujourd'hui, elle est à peine à 15% du PIB. Pire encore, aucune enveloppe n'est prévue dans ce budget pour relancer un nouveau secteur économique. Je relève que cela est une grosse lacune qui aura des conséquences désastreuses à l'avenir sur le plan économique. Une telle désinvolture dans la gestion des affaires de l'État est répréhensible et condamnable pour dire le moins. Comme quoi, ce gouvernement ne fait que dépendre dans une large mesure de la consommation afin de générer plus d'argent en termes de la taxe à valeur ajoutée, la TVA. Et là encore, les gens sont prudents pour dépenser davantage. De nouveaux secteurs promis pour être le fer de lance de la croissance économique, tels que le centre éducatif, le centre médical, le parc pharmaceutique, l'économie verte et l'économie océanique n'ont jamais émergé. Des mesures spécifiques et claires pour faire face aux problèmes du chômage, de l'inégalité des revenus et du changement climatique sont inexistantes. Les problèmes fondamentaux auxquels est confronté le secteur des PME et qui contribuent à la démocratisation de l'économie mauricienne n'ont pas été abordés. Les mesures simplistes du régime de financement des PME ne font rien pour résoudre les problèmes structurels du secteur. La mise en place d'incubateurs de PME pour un suivi plus étroit des PME combiné à un financement progressif tout en améliorant l'accès au marché aurait été une meilleure mesure pour stimuler ce secteur. Je m'en voudrais de ne pas parler également de la dette publique qui ne cesse d'augmenter. Je tiens à dénoncer cette attitude désinvolte et irresponsable du gouvernement à cet égard, une attitude qui équivaut au dicton « après moi le déluge ». Nos enfants et la génération qui suit auront à payer ces largesses injustifiées du régime. Monsieur le Président, au-delà de n'avoir mis en œuvre des mesures, de n'avoir pas mis en œuvre des mesures bien pensées qui auraient stimulé la croissance économique, ce gouvernement a ouvert la boîte de Pandore en utilisant les fonds de réserve spéciale de la Banque de Maurice. Cette décision met non seulement en péril l'indépendance de la Banque centrale, mais constitue également une preuve limpide de l'incapacité de ce gouvernement à générer des revenus grâce à une croissance plus forte. Dans la même veine, il faut aussi fustiger la MIC, Mauritius Investment Corporation, qui continue à dilapider les fonds de la Banque de Maurice sans aucune transparence et encore moins de responsabilité. Monsieur le Président, les mesures de ce budget pour les différents secteurs de l'économie mauricienne sont fragmentaires et superficielles. Et aucune mesure n'a été introduite pour s'attaquer aux problèmes structurels qui sous-entendent le chômage et l'inégalité économique. Certaines mesures spécifiques auraient été la réintroduction d'un régime d'imposition progressif pour résoudre le problème à long terme de l'inégalité croissante des revenus. Monsieur le Président, ce budget n'a pas réussi une fois de plus à introduire des mesures économiques audacieuses et radicales qui sont décisives pour Maurice alors qu'elle cherche à se libérer du piège des revenus intermédiaires et à passer à un pays à revenus élevés au XXIe siècle. On note également que ce discours du budget fait abstraction des mesures pour la relance de notre économie. Il est malheureux de constater que ce discours pêche par un manque flagrant d'un plan de relance pour inciter à la consommation. Car un pouvoir d'achat qui rétrécit tel un pot de chagrin ne favorise pas la consommation. Il freine même l'envie de consommer. Bref, aucun plan de relance n'est prévu. Or, une politique de relance économique s'avère nécessaire lorsqu'un pays passe dans des circonstances difficiles, comme c'est le cas par le temps qui court. Parallèlement, la dépréciation de la roupie n'arrange guère les choses. Il y a un impact déterminant sur le prix de nos articles de consommation, car les importateurs de ces produits qui sont en demande régulière ne font que répercuter le surplus du coût aux malheureux consommateurs. Je viens maintenant à la cherté de la vie. Faut-il rappeler que les gens souffrent du coût de la vie qui ne cesse de prendre l'ascenseur? Ils sont de plus en plus mal à équilibrer leur budget familial et subvenir comme il se doit aux besoins de leur famille. La cause principale de cette situation
qui a tendance à perdurer, c'est évidemment la dépréciation de la roupie, ou plutôt, je dirais même, de la dévaluation de la roupie, quand on le prend en pourcentage, ce qui explique les prix exorbitants des carburants tels que l'essence et le diesel, mais aussi le prix des denrées alimentaires de base dans les supermarchés. Aujourd'hui, les gens n'achètent que l'essentiel pour faire bouillir la marmite. Fini les temps où pour faire plaisir aux enfants, au moins une fois par mois, on pouvait se permettre le luxe de mettre 2 paquets de biscuits ou de fruits dans les caddies. Parlons maintenant des prix des médicaments, les plus nécessaires dans les pharmacies pour la population. Nous avons en tête surtout les personnes âgées et celles qui doivent ménager une santé défaillante, d'autant qu'elles souffrent de la maladie non transmissible, dont le diabète et l'hypertension. Les gens qui doivent prendre des médicaments au quotidien ne cessent de se plaindre des coûts exorbitants de certains médicaments. Ils sont obligés de débourser entre 2 000 à 3 000 roupies par mois uniquement pour leur budget de santé. Par conséquent, eu égard à la cherté de la vie, une augmentation de 1 000 à 2 000 roupies sur le montant de la pension passe pour un leurre, quand la valeur réelle est bien moins, vu que les prix ont augmenté davantage, peu importe la provenance de leur pays d'origine. Et le discours du budget ne fait pas état d'un contrôle des dépenses dans le secteur public, un aspect décrié maintes fois par les directeurs de l'audit. Par ailleurs, Monsieur le Président, pour causer cette situation, aux allures de morosité ambiante, on fait l'impasse sur la productivité. Ne sait-on pas qu'on peut générer la croissance économique grâce aux gains découlant de la productivité? Mais comment peut-on espérer stimuler la croissance sans encourager une meilleure efficacité des facteurs de production? Dans la même foulée, faut-il rappeler que lorsque l'argent est consommé, il augmente la croissance. Or, les ménages au bas de l'échelle sociale peinent à joindre les deux bouts. Même des produits alimentaires de base sont laissés sur les étagères. Ceux et celles qui font les courses au supermarché doivent constamment revoir leurs priorités. Lorsque l'on ne prévoit pas une gamme de mesures pour redynamiser la productivité, la croissance économique prend du retard. Monsieur le Président, il y a une question que tout le monde se pose et j'espère que le ministre des Finances va nous répondre lors de son summing up, c'est-à-dire l'argent qu'il va distribuer pour les augmentations, comme il a annoncé dans le budget, proviendrait du fonds du CSG, contribution sociale généralisée. Mais cet argent était destiné à payer les pensions pour les prochaines années. Mais il puise déjà dans ce fonds. Donc, ces fonds prévus pour demain et utilisés aujourd'hui. Donc, on est en droit de savoir où est-ce qu'il va tirer de l'argent pour financer ces engagements futurs. Est-ce une hausse de la CSG sera inévitable dans les années à venir? On se pose la question, Monsieur le Président, et j'espère que le ministre des Finances va nous répondre lors de son summing up. Je note aussi que ce présent discours du budget, tout comme ce fut le cas lors des 2 derniers discours du budget, nous offre du réchauffé. Le ministre des Finances aurait-il le secret de renouveler l'emballage tout en présentant le même contenu? Est-il devenu maître dans l'art de la tromperie chez la marchandise? Mais le peuple n'est pas dupe, Monsieur le Président. Je m'explique. Cette année encore, on constate que beaucoup de projets déjà annoncés dans le passé, lors d'un exercice similaire, n'ont pas été réalisés. La liste est longue, mais je ne citerai entre autres quelques-uns seulement, notamment le fameux Rivière des Anguilles Dam, mais aussi, dans ma circonscription, le canal anglais. Je ne sais pas combien de fois j'ai soulevé le problème de canal anglais dans cette chambre pendant des années, à travers des piqueuses, à l'ajournement, et je me souviens, à un certain moment, même le Premier ministre était venu à la chambre pour
faire un statement par rapport au canal anglais. Et j'étais ravi parce que j'avais espoir que finalement les travaux allaient être faits. Il y a des années de cela. Mais finalement, rien n'a été fait et aujourd'hui, on retrouve ça dans le budget. J'ose espérer que cette fois-ci, ce sera la bonne. Entre autres, de temps en temps, on nous rebat les oreilles en évoquant des projets qui coûteraient des sommes faramineuses, même s'ils n'ont pas été concrétisés. Monsieur le Président, la COVID-19, qui a pesé sur la tête de la population comme une épée de Damoclès, a paradoxalement joué en faveur de ceux qui ont tiré gros profit. Des contrats ont été alloués dans la plus grande opacité. Tous ceux qui se sont approchés du dossier lié au procurement se sont fait brûler les mains. Personne n'osera en parler au risque de disparaître dans la circulation sans laisser des traces. Le rapport de l'audit, comme le rapport du Public Accounts Committee, ont fait état. Mais comme toujours, dis-le Bretsons. Comme si pour causer la situation financière de notre économie, des scandales d'une ampleur que nous n'avons jamais connue auparavant se suivent. Ils sont même de plus en plus graves. Pendant le premier confinement de 2020, pour contrecarrer la gravité de la situation eu égard à la propagation de la COVID-19, le gouvernement a eu recours à l'achat des médicaments et des équipements. Mais là où le bas blesse, c'est que les prix de ces médicaments ont été majorés par 5 à 6 fois, voire même à 10 fois de leur valeur réelle. Certains commerçants véreux, avec l'aide de certains, ont profité de l'aubaine pour s'enrichir grâce à la complicité des puissants en haut lieu. Ainsi, en ce qui concerne le molnupiravir, par exemple, le prix est passé de 9 à 79 roupies l'unité. Rien d'étonnant donc que de telles pratiques malveillantes ont été sévèrement blâmées par le directeur de l'audit dans son rapport annuel. Une enquête a été instituée, certes, pour situer les responsabilités, mais jusqu'à maintenant, on ne sait toujours pas si cette enquête progresse ou pas, ou si des conclusions ont été envoyées aux calendes grecques. On attend toujours, Monsieur le Président. Monsieur le Président, permettez-moi maintenant de venir à la politique de logement du gouvernement. Le TAI Logement, dont je suis le porte-parole au MMM, je voudrais aborder la politique de logement du gouvernement. Je considère que cette politique a été une faillite totale pour ce gouvernement. Et je vais m'expliquer. Et je vais donner à la Chambre les chiffres et je vais citer tous les différents budgets annoncés depuis 2015. Je ne vais pas parler à la légère et j'ose espérer avoir des réponses plus tard. On continue à utiliser des subterfuges et des effets d'annonce concernant la construction des unités de logement, surtout pour la classe des défavorisés de notre société. Pourquoi la politique de logement a été une faillite? Je vais démontrer à la Chambre et à la population qui nous regarde comment, année après année, ils ont été bénés par ce gouvernement à travers les différents discours du budget ayant trait aux logements sociaux depuis 2015 à ce jour. Là, maintenant, Monsieur le Président, permettez-moi de citer, je vais citer les paragraphes ayant trait au land and housing, les différents budgets, qui ont commencé par 2015 à 2016. I quote, "First, we are providing funds to the Ministry of Housing and Lands for the construction of 1,000 low-cost housing units for families whose monthly income is below 10,000. Third, we are providing funds for construction of 700 housing units in the next 2 years for vulnerable families under the National Empowerment Foundation." Ça, c'était 2015-2016. 2016-2017. In the context of the Marshall Plan, we are launching a program of decent shelters for the absolute poor that will comprise the construction of at least 800 housing units over the next 3 years.
Il y a différents paragraphes, mais je vais citer les plus importants. 1 billion for the construction and completion of 1,900 units. Là, on passe à une étape supérieure parce qu'on parle de 1 billion. On est dans les milliards maintenant. 1 billion for the construction and completion of 1,900 units up to 50 square meters each and 16 sites across the island. Ça, c'était pour l'année 2016-2017. Et dans cette même année, 700 million for social housing in the context of the Marshall Plan. Tout ça, ce sont les annonces budgétaires. Maintenant, je viens à l'année 2017-2018. I am allocating from the government of India's financial support to the construction of social and low-income housing unit. Je me souviens très bien de ça parce que j'avais posé une question à l'époque. C'était un grand, j'avais dit ça au Parlement, c'était un grand du gouvernement de l'Inde. Ce n'était pas un line of credit, c'était un grand du gouvernement de l'Inde. 1.8 billion from the government of India's financial support. In addition, government is earmarking 5 billion for the next 3 years to the housing sector from the budget. J'aurais dit encore, Monsieur le Président, ça ne me fait pas plaisir, mais les faits sont là. Tout ce qui a été annoncé depuis 2016, 2017, 2018. Maintenant, je viens à 2018-2019. I am pleased to announce that the NHDC will start a vast program of construction in 2018 and 19. Our aim is to build 6,800 new social housing units over the next 2 years. Endeavour and has a project value of 12.7 billion rupees. D'année après année, ça a commencé par 1 milliard, 5 milliards, on est passé à 12,7 milliards d'effets d'annonce, hein, s'il vous plaît, pas de réalisation. I am also providing 1.3 billion for the completion of 3,041 housing units, etc., etc. Maintenant, 2019-2020, enter l'honorable Steve Obigadou, ministre de Terre et Logement. À la paragraphe 250, first, to meet the need of low-income families, 6,000 units will be constructed on 16 sites around the country over the next 3 years, with necessary amenities. These will be in high-rise building with a maximum of 6 floors. Not even 2 floors, 6 floors. Ça a été en 2019-2020. Et là, pour la première fois, on entend first, we are providing 12 billion for the construction of 12,000 social housing units across the whole island. Ça, c'était en 2020. En 2020, par le paragraphe du budget 2020-2021, paragraphe 27. This is why today I have announced an exceptional effort to construct 12,000 residential units over the next 3 years for Mauritian families with monthly income of up to 60,000 rupees. Maintenant, on passe à l'année 2021-2022. Government will invest some 65 billion in priority projects over the next 3 years. Et encore une fois, 12 billion for the construction of 12,000 social housing units. Our commitment to this policy is undiminished, and the project will be completed by 2024. Ça, c'était en 2020-2022. On est arrivé maintenant au budget 2022-2023, Monsieur le Président. We made a commitment. Donc, on progresse toujours dans le commitment, dans le promise, là, hein, dans le rêve, quoi. We made a commitment to provide 12,000 families with a decent home during this mandate. Et tenez-vous bien à la paragraphe 280, Monsieur le Président. Construction will start. Not has started, construction will start, Monsieur le Président.
Un projet qui en a été annoncé pendant 3 ans. L'argent budgété. Construction will start. Voilà où on en est par rapport à la politique du logement. C'est pour cela que je pèse bien mes mots. La politique du logement de ce gouvernement et de l'ancien gouvernement est une faillite totale, Monsieur le Président. Et maintenant, le ministre Obigalu est en train de se dédouaner. Bien sûr, je dis que vous êtes en fonction depuis 2019, je crois. Et maintenant, laissez-moi venir au PQ. Encore une fois, dans le Hansard, je vais donner la référence, parce que je ne vais pas parler sans les preuves. PQ B374, datant le 15 mai 2018. PQ que j'ai posé moi-même. Voilà la réponse. Maintenant, j'ai donné toute la liste des promesses. Maintenant, je vais donner les réalisations. En fait, combien de maisons ont été construites. Between January 2015 and March 2018, construction of 1,358 housing units has been completed. Et tenez-vous bien, out of which construction of 746 housing units started prior to January 2015, c'est-à-dire le gouvernement précédent, and were delivered in 2015. Donc 1358 en 2015 à 2018, si on retire les 746, ça fait 612 maisons venant la période 2015, 2016, 2017, 2018. 2016, 2017, 2018, 3 ans. Maintenant, le dernier PQ en date, qui a été posé par le whip de l'opposition, l'honorable Armance, PQ B 191, 191, date le 30 juin 2020. For the period 2018-2019, construction of 383 housing units has been completed, out of which 302 a été délivrés. OK, on prend en compte combien a été completed, 383. For the period 2019-2020, 307 housing units has been completed. Donc, si on refait les comptes, 2015 à 2018, il y a eu 612 maisons. Si on prend 2018-2019, 383 maisons. Et si on prend 2019-2020, 307 maisons. Quand on ajoute tout ça, ça fait 1302 maisons, prend de 2015 à 2020. Et aujourd'hui, on est en juin 2022. Le ministre des Finances et le ministre du Terre Logement nous disent qu'ils vont construire 12 000 maisons, Monsieur le Président. Et ils veulent que la population accepte cela. 13 000 maisons. Voilà, Monsieur le Président, tous les chiffres que je puis retracer dans les différents discours du budget de 2015 à ce jour et aussi dans les questions parlementaires qu'on a. Maintenant, si le ministre du Terre Logement a d'autres informations que je n'ai pas, je serai ravi qu'il nous donne tous les chiffres. Mais moi, j'ai cité From Hansard pour les années 2016, 17, 18, 19, 20. Donc, Monsieur le Président, en attendant, elles sont nombreuses, ces familles qui attendent toujours leur maison et se plaignent à cet effet sur les ondes des radios privées. Et on ose parler du budget avec le peuple et pour le peuple, Monsieur le Président. Comme quoi, en matière de slogan, on ne saurait faire mieux pour l'heureux, le peuple. Maintenant, Monsieur le Président, laissez-moi parler par rapport aux institutions qui ne fonctionnent pas. Parce qu'on n'a pas recruté selon le mérite et la compétence. On récompense des amis du même bord en les nommant à des postes de haute responsabilité. Ils ne sont pas là à la hauteur et les résultats, institution par institution, sont décevants. Le pays en souffre. Le fiasco est du domaine public. Tout le monde en parle. Comment peut-on redresser un pays si on ne met pas la compétence en avant?
Et là, laissez-moi vous citer quelques exemples. Et en premier, je prendrai l'exemple de la banque de la State Bank. Vous savez, Monsieur le Président, la State Bank, autrefois, c'était un joyau de la couronne. C'était un parmi de fleurons des actifs du gouvernement. Vous savez ce qui s'est passé depuis 2015? Les profits, année après année, ont considérablement diminué. Là, juste avant de commencer mon discours, je suis rentré sur le site de la State Bank pour regarder les bilans des années financières. Et rapidement, j'ai pu noter sur la ligne Credit Loss Expense on Financial Assets and Memorandum Items, c'est-à-dire les impairments pour les non-performing loans, etc. Pour l'année 2018, au niveau du groupe, tenez-vous bien pour la State Bank, on a write-off, on a impair, just name it, il y a différents noms qu'on peut appeler ça. Pour l'année 2018, 3 milliards de roupies. Pour l'année 2019, 3,6 milliards de roupies. Pour l'année 2020, 3,8 milliards de roupies. Comme disait l'honorable Colin David, nous savons, mais oui, c'est ça. Il a bien dit. C'est ça qui a fait ça. Et pour l'année 2021, 2,4 milliards. Si on totalise ça, presque plus de 12 milliards de roupies de credit loss. Pourquoi? Parce qu'on a nommé des copains, des copines, des gens incompétents à la tête de la State Bank. Et comparativement, il y a une autre banque mauricienne, une autre banque commerciale, une banque privée, la MCB, une fierté nationale. Après la COVID, la MCB a posté des records de profit, 8 milliards une année. Donc, on compare tout ce qui se passe dans le pays, Monsieur le Président. Et résultat des courses, les actionnaires ne sont pas payés de dividendes parce que la banque ne peut pas. Et le plus gros actionnaire de la State Bank, c'est l'État, c'est nous, notre argent. C'est un manque de revenus de l'État mauricien parce qu'on a placé des gens incompétents. Je vous donne un seul exemple. Un Indien basé à Dubaï. Il emprunte de l'argent. Un Indien, il est basé à Dubaï. Normalement, où est-ce qu'il aurait dû emprunter? Soit en Inde, ou bien à Dubaï, dans le Golfe. Vous savez où est-ce qu'il a emprunté de l'argent, ce monsieur-là? Il a emprunté de l'argent à la notre State Bank. Il a emprunté de milliards à notre State Bank et le lendemain qu'il a eu son fric, il a fait faillite. Le lendemain qu'il a eu son fric, il a fait faillite. Et après qu'il y a eu un effet de bouclier par les membres de l'opposition, par la presse, notamment le journal de l'Express, il y avait un article d'investigation. On a entendu dire qu'il y a une enquête policière. Mais depuis, jamais entendu qui a été, même call pour une enquête, ou arrêté ou condamné. Des millions ont été volatilisés de la State Bank. C'est ça le règne de ce gouvernement-là. C'est ça le règne de ce présent gouvernement-là. Donc, et là, je vais continuer, Monsieur le Président. Je vais vous donner un autre exemple, et ça, je suis sûr que beaucoup d'entre nous n'est pas au courant. Encore une fois. Vous savez ce qui se passe actuellement à Mauritius Telecom? Vous savez ce qui se passe à la Mauritius Telecom? Il y a un ami qui m'a envoyé un tableau relatant la performance de Mauritius Telecom c'est-à-dire depuis 2000, je peux dire à la Chambre depuis 2010 à 2021. And I'm talking about the company, not the group. La compagnie Mauritius Telecom faisait des profits en 2010 de 1,5 milliard. En 2011, 1 milliard 558 millions. En 2012, 2,8 milliards. En 2013, 1,4 milliard et en 2014, 912 milliards. Sorry.
En 2013, 1,4 milliard et en 2014, 912 millions. En 2015, 965 millions. En 2016, la compagnie Télécom, autre joyeux de la couronne, ça commence à gâter. On a fait seulement 55 millions de profits de compagnie. En 2017, une perte de 98 millions de roupies. En 2018, c'est réparti à 1,3 milliard de bénéfices, mais en 2019, 390 millions de pertes. En 2020, 188 millions de pertes. Et en 2021, 74 millions de roupies de pertes. La Mauritius Telecom, Monsieur le Président. Mauritius Telecom, autrefois, déclarait des dividendes de 700 millions par année. La dernière année, ils ont déclaré que 100 millions de roupies de dividendes, parce qu'ils n'ont pas assez de fric pour payer. Et qui est encore une fois l'actionnaire principal? C'est l'État, c'est nous, c'est notre argent. Une des raisons pourquoi le budget est déficitaire, parce que l'investissement que le gouvernement a fait, il n'y a pas de retour d'investissement. Il n'y a pas de retour dans l'investissement du gouvernement. Et n'en parlons pas des Mauritius. N'en parlons pas des Mauritius, Monsieur le Président. Et un Mauritius, je n'ose pas même donner les chiffres de profit and loss. Au contraire, je cite de mémoire, on a injecté 12 milliards de public funds dans EM Mauritius pour ce qui vaut aujourd'hui, Monsieur le Président. Donc voilà la situation financière qu'on a cachée à la population, qu'on a cachée à la Chambre et qu'on n'ose pas. Et cette silence assourdissante des membres du gouvernement est un preuve, Monsieur le Président. Donc, ce gouvernement doit laisser les institutions fonctionner avec plus d'autonomie et de donner la pleine mesure de la capacité, répondant ainsi aux attentes de la population. Il doit aussi revoir sa politique de recrutement et de domination. Au lieu des proches et des agents sans aucune compétence, il faut privilégier la méritocratie et à travers une sélection de candidats selon leur qualification et non pas selon un certain calcul. C'est de cette façon que la population fera confiance à un gouvernement. Sans cela et sans une justice sociale tangible, l'unité restera une utopie. Monsieur le Président, pour la stabilité sociale d'un État, deux éléments sont indispensables et inextricablement liés: l'unité nationale et la démocratie parlementaire. Chez les deux, ce gouvernement a lamentablement échoué. Le gouvernement dans son ensemble doit se comporter de façon respectueuse et non pas en attaquant et insultant l'adversaire à bout de champ et qui profite des réunions socioculturelles pour prononcer des discours d'un autre temps. Il faut un peu de retenue sur l'aspect démocratie. Les comportements des élus de la majorité par rapport aux interpellations est un flagrant exemple de violation des règles élémentaires de la démocratie parlementaire. Cela exaspère la population qui attend des réponses nettes et claires sans ambiguïté. Le pays n'a pas les moyens de s'offrir une insurrection quand tout va mal. Un soulèvement pourra paralyser le pays. Nous sommes un petit État insulaire qui dépend massivement du commerce extérieur et de l'arrivée des touristes. Il faut penser à tout cela. Ce qui se passe au Parlement est une réflexion de notre démocratie actuelle. C'est notre devoir, notre droit de questionner le gouvernement. Et c'est le devoir du gouvernement de répondre. On est payé pour ça. Et là, Monsieur le Président, je voudrais exprimer ma solidarité envers les 3 parlementaires femmes du côté de l'opposition qui se sont fait expulser. Si je ne me trompe pas, c'est une première dans les annales parlementaires. Yes. Make sure you don't contest my ruling. Of course. Make sure. No. I'm not interested with you. I was just expressing my solidarity. Monsieur le Président, c'est un triste record, c'est un moment très sombre pour notre Assemblée. Non seulement c'est un sale coup pour notre démocratie parlementaire,
mais un manque de respect envers les dames qui constituent la moitié de la population de notre pays. Monsieur le Président, qui ne se souvient pas de cette voix mystérieuse d'une honorable parlementaire qui avait proféré des mots grossiers, des injures inacceptables dans cette auguste assemblée. Je crois que vous allez être d'accord avec moi. Your time is over. Your time is over. And I have... Your time is over. Just wait. Just wait. What is it? Wait. Yeah, can I address you? It's been agreed that the honourable member will be eligible for 50 minutes for his speech. Yeah. But the time is now 15 minutes more. He started at 1857. Now 50 minutes is 1947. That's it. Okay, please continue. I started before and I asked you because I know at times you get messed up with the minutes. Yes. Yes. Donc, je répète, Monsieur le Président, qui ne se souvient pas de cette voix mystérieuse d'une honorable parlementaire qui avait proféré des mots grossiers, injures, inacceptables dans cette auguste assemblée. Now Je stop crois... you there. There has been an incident which happened. We viewed the camera and we couldn't identify who was that person. And the matter was referred to experts and I gave my ruling on that. And you cannot refer to that matter and putting any blame and commenting on that. I didn't mention any name. That. The matter has been solved. Yeah, The matter has been I was already just sorted regretting. out, we have evidence from experts. Yes. And so this is the Mr. end Speaker, of the I story. was just regretting that we could not identify who said it. That's it. I was just regretting that we could not identify who said these words. That's This is it. better. Donc, Monsieur le Président, c'est vraiment écœurant, c'est vraiment désolant ce qui s'est passé dans notre auguste assemblée. Donc, je disais que la répression est une mauvaise méthode et qu'éventuellement tourne contre celui qui l'utilise. Il y a pas mal d'exemples dans notre histoire politique. Donner à cette assemblée, c'est l'aide des noblesses. Ne la ridiculisons pas davantage, il y va de notre prestige, Monsieur le Président. Pour conclure, Monsieur le Président, je m'élève avec force contre ce qu'on pourrait appeler le viol flagrant de la démocratie avec les renvois des élections municipales. Je m'élève avec force. Depuis des ans, Monsieur le gouvernement, il faut que le gouvernement cesse de prendre les Mauriciens pour des imbéciles. Si aujourd'hui, on a des restrictions sur les nombres des gens dans telle ou telle activité, c'est uniquement pour des raisons politiques, Monsieur le Président. C'est uniquement pour des raisons politiques. Ne prenez pas la Covid comme excuse. À travers le monde, les élections sont organisées. Ici, à Maurice, il y a des foires, il y a des bazars, il y a des centres commerciaux, il y a des cinémas, just name it, qui fonctionnent à plein régime. Même les autobus sont bondés de gens. Fair enough, Monsieur le Président. Mais il n'y a que les élections municipales qui ne peuvent pas être organisées parce qu'il y aura une flambée de Covid. Il faut que le gouvernement cesse de nous prendre pour des imbéciles, cesse de prendre la population mauricienne pour des imbéciles, Monsieur le Président. Et là, je vais m'adresser à mes chers collègues du gouvernement. Vous savez, perdre des élections municipales fait partie du jeu démocratique. Il faut l'accepter. Il ne faut pas y avoir peur. You know very well the writing are on the wall. The writing are on the wall, Monsieur le Président. Et je dirais en terminant, c'est que je suis persuadé que l'opposition dans son ensemble fera tomber ce gouvernement. Merci.